something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like globe shotter. My flow slaughter, I'm new fire in old water. Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue à Culture Soccer. Aujourd'hui est un épisode chargé avec un entretien avec Rasenbek Akhmatov et un bilan de mi-saison avec un fidèle et un favori, un ami du podcast, Adi Raphaël, de MLS en folie. Comme vous pouvez l'entendre, Antoine n'est pas là, mais n'inquiétez-vous pas, là, Antoine sera là lors de la deuxième partie pour le bilan de mi-saison, tandis que moi, j'avais des problèmes de Wi-Fi lors de cette partie, donc je n'y serai pas. Mais c'est moi qui ai fait l'entretien avec Rasenbek Akhmatov. Donc directement, allons dans le vif du sujet et bon entretien avec Rasenbek Akhmatov, milieu de terrain des South Park Rangers en USL, la réserve des Sporting Kansas City. Merci. Donc, comme dit un peu plus tôt, en première partie, nous sommes en entretien avec Rasenbek Akhmatov, milieu de terrain des South Park Rangers. Tout d'abord, bonjour Rasenbek, comment vas-tu? Alors bonjour, je vais très bien, tout se passe bien et toi, ça va? Oui, ça va très bien, merci. On va tomber directement dans le vif du sujet. Là. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques secondes? Alors je m'appelle Akhmatov Rasenbek, je suis né en 1996 en Russie, en Tchétchénie exactement. Je suis arrivé en France à 7-8 ans et depuis je vivais en France jusqu'à mes 20 ans où je suis passé du côté américain et j'ai rejoint Miami. Oui, et d'ailleurs, là, souvent, les personnes de ton âge quittent la France pour aller dans les universités. Et toi, ton parcours a quand même été différent. Tu n'as pas décidé d'aller dans les universités, mais directement en USL PDL. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Il y a une raison, j'ai arrêté l'école après avoir eu mon diplôme en France. J'aurais pu continuer, j'ai arrêté pour me consacrer à 100% dans le foot. J'ai commencé à faire du futsal, la musculation, tout ça pour mettre toutes les chances de mon côté. Et je suis arrivé en USL PDL sans université parce que l'équipe PDL de Miami était venue faire des essais pour avoir des joueurs français à Paris. On était plus de 800 joueurs à participer à la détection. J'ai réussi sur les 2 jours à faire mes preuves et je suis passé du côté de Miami directement. Après, j'ai eu l'occasion d'intégrer 2, 3 universités, mais comme j'ai arrêté l'école plus tôt, je voulais plus me relancer dans le cursus scolaire et rester surtout concentré dans le foot. OK, donc c'est vraiment, on pourrait dire, Miami qui est venu te chercher pour l'expérience en PDL. C'est ça, ouais, moi j'avais zéro contact. J'ai vu juste sur Internet que une équipe de troisième division américaine venait à Paris faire des détections. Après, voilà, j'ai tenté ma chance et ça a marché. Oui, et j'ai pu apercevoir sur le maillot que c'était Au Calme, le sponsor. Est-ce que c'est vraiment la radio de Booba qui sponsorise l'équipe? C'est la radio de Booba. C'est le frère du président qui travaille qui a fondé OKLM avec Booba. Donc, c'était plutôt facile pour eux d'être sponsorisés par OKLM. Et ouais, c'était sympa, ça. Le maillot, il était beau en grande partie grâce à ce logo. On parle beaucoup en français. Et ils venaient nous voir sur quelques matchs, etc. Ouais, c'était bien. Sympa. Donc, tu avais un fan rappeur. Un fan, non, mais on était sponsorisé par sa boîte. Ouais. Ouais. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la PDL, là, peux-tu parler un peu de cette ligue niveau, en fait, les performances, les comparer aux divisions françaises ou, ouais? Quand je suis arrivé, c'était vraiment, vraiment difficile. J'avais beaucoup de retard physiquement et en plus la chaleur qui m'aidait pas beaucoup. Donc, ouais, il y a des bons joueurs. C'est un championnat plutôt pour les jeunes joueurs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs au-dessus de 23, 25 ans parce que il y a des restrictions en PDL.
dans le roster d'un match, tu peux avoir que 8 ou 10, je suis plus sûr, joueurs au-dessus de 23 ans. Donc forcément, il y a beaucoup de jeunes joueurs, de bons joueurs. Et pour comparer à la France, je pense que ça doit être la mi-CFA2. Oui, CFA2. Les meilleures équipes, je pense, elles peuvent jouer le haut de tableau CFA2. Oui, parce que, comme le dit dans le nom, c'est la Premier Development League. Donc, c'est vraiment du développement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la ligue, là, des équipes comme les Red Bulls U23 en MLS, Portland, Seattle, euh, ou même Colorado, ou plusieurs équipes USL également ont une équipe U23 comme Fresno, Orange County, OKC ou même North Carolina FC. Donc, c'est vraiment une ligue de développement dû les règles. Et d'ailleurs, là, les équipes MLS et USL sont quand même assez motivées dans cette ligue puisque le Reading United, club de PDL de l'Union de Philadelphie, s'est rendu en finale cette année. Donc, est-ce que toi, tu trouves bien pour le développement américain et canadien que des clubs MLS ou USL aient une équipe en PDL? Bah, bien sûr, par exemple, pour les joueurs qui jouent pas en USL, pour les jeunes joueurs qui s'entraînent avec l'USL, les joueurs de l'académie qui s'entraînent avec l'USL ou la MLS, mais qui peuvent pas jouer parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont là, quoi. Ben, je pense que c'est mieux pour eux de jouer dans un championnat comme l'USL PTL, comme la PDL, plutôt que de jouer dans un championnat à des moins de 19 ans. Parce que au moins, ça te permet de rentrer dans le bain des seniors déjà. Et surtout, apprendre physiquement, parce que c'est un championnat vraiment, vraiment physique. Et je pense que tu seras plus prêt après une saison en PDL à jouer en USL plutôt qu'après une saison en U19. Oui, et d'ailleurs, est-ce que tu as pu comparer le niveau de la PDL à la NPSL, qui est vraiment un petit peu une ligue qui est comparative à la PDL? Est-ce que, par exemple, en US Open Cup, tu as pu affronter des équipes de NPSL? J'ai affronté une équipe de NPSL, mais c'est pas vraiment une équipe de NPSL parce que c'était une équipe pro l'année dernière qui joue en NASL. Et sinon, pour comparer, j'ai fait un match amical contre Miami United, qui eux, vraiment, c'est une équipe de NPSL. Je connais pas du tout le niveau de la NPSL, mais cette équipe, ouais. En fait, c'est comme si c'était une équipe de PDL. C'est le même niveau physique, le même niveau tactique. C'est à peu près pareil. Et pour ceux là, qui ne le savaient pas, là, l'équipe pro qui parle, c'est l'FC Miami, qui était en NASL l'année dernière, mais qui, dû au problème de cette ligue, elle a dû aller en NPSL comme quelques clubs de NASL comme les Armada de Jacksonville. Donc oui, et d'ailleurs, en allant à Miami, là, est-ce que dès le départ, c'était pour percer dans la USL ou la MLS? Ah oui, complètement. Je n'étais pas venu là pour déjà refaire une deuxième saison en PDL. Je voulais pas trop. J'étais pas très pour. Je me suis dit, j'essaye une fois en PDL. Si j'arrive à aller au-dessus, tant mieux. Sinon, je resterai en Europe, en France, je sais pas. Mais comme après la première saison, j'ai eu le malheur de me blesser pendant les playoffs. J'ai pas eu la chance de jouer les playoffs. Et la première saison, on n'a pas joué l'US Open Cup non plus. Donc, j'avais pas toutes les chances de mon côté pour essayer de me faire boire. Et donc, après avoir vu le niveau la première saison, j'ai décidé de revenir la deuxième saison parce qu'on allait jouer l'US Open Cup et pour essayer d'être présent pour jouer les playoffs et me montrer pendant les playoffs. Mais à la base, oui, c'était complètement pour essayer de percer. Parce que je ne serais pas allé si loin de ma famille juste pour le plaisir. Oui, et on le sait à Miami, il y a beaucoup de communautés latines. Est-ce que ton équipe était principalement constituée d'Américains ou de Sud-Américains ou bien où il y avait beaucoup d'étrangers comme toi? Dans mon équipe, personnellement, il y avait beaucoup de francophones parce que déjà, c'est une équipe dont le président, les entraîneurs, etc., ils parlent presque français. Et le truc, c'est que le président, avant d'ouvrir la licence PDL de Miami City,
il a ouvert une expansion de la PSG Academy. En fait, il est en partenaire avec le PSG. Donc, il y a des académies partout dans le monde, au Maroc, en Égypte, au Brésil, etc. Et lui, il a ouvert l'académie PSG Academy à Miami. Et donc, après ça, il s'est dit qu'il fallait que ces jeunes joueurs de la PSG Academy ils trouvent un club en montant en âge. Et donc, il s'est dit qu'il va ouvrir une, une licence PDL pour les accueillir après leur formation. Et c'est pourquoi pratiquement tout le monde parlait français. Enfin, tout le monde, je veux dire, à peu près la moitié de l'équipe. Et sinon, le reste, c'était en grande partie des latinos. Oui. Et même dans le championnat, tout le championnat, c'était pratiquement que des latinos. D'accord. Et la question que tout le monde se pose vraiment, là, comment était la vie à Miami? Moi, je suis pas un grand fêtard. Pour les fêtards, ça doit être une très, très belle vie. Moi, je suis pas un grand fêtard. Je suis peut-être allé 5 6 fois à la plage et voilà. Mais il fait chaud, c'est une belle ville. Il y a beaucoup d'activités à faire. C'est vraiment une belle vie d'habiter là-bas. Parfait. Et pour tous les jeunes, là, soit canadiens ou français qui nous écouteraient, est-ce que tu conseilles la USLPDL pour enfin de se développer et pourquoi pas percer les ligues pro-américaines? Ça dépend de leur âge. Si vous avez moins de 22, allez, ouais, moins de 22, 23 ans et que vous êtes déterminé surtout, c'est vraiment une ligue qui peut vous accueillir et qui peut vous montrer vos qualités en quelque sorte. Mais après, il faut tomber dans une bonne équipe où tu peux jouer les playoffs, etc. Si tu joues les dernières places en PDL, je pense que ça va être difficile. D'accord. Donc maintenant, là, passons à ton passage professionnel. Tu as signé ton premier contrat pro tout récemment. Comment les South Park Rangers t'ont approché? C'est pas les South Park Rangers qui m'ont approché directement, c'est moi-même, j'ai contacté les South Park Rangers. J'ai réussi à trouver par différents réseaux sociaux le, le profil d'un des coachs, pas le coach principal, mais le coach adjoint. OK. Et j'ai une vidéo, j'ai un CV, je lui ai envoyé, je lui ai expliqué que je voulais pas rentrer en France et que je cherchais absolument un club pro ici. Ils ont regardé ma vidéo, ça leur a plu. Ils m'ont demandé de venir pour 2 semaines d'essai ici, à Kansas. Je suis arrivé après les 2 semaines, j'ai directement signé mon contrat. Tout s'est très bien passé. Sympa, hein? Parce que tu m'en avais parlé un peu. Environ à la mi-août, tu aurais dû retourner en France et j'ai été quelque peu déçu parce que Nashville avait des essais 10 jours plus tard. Donc, ça aurait été sympa que tu rejoignes mon club de cœur, le Nashville SC, mais non, tu rejoins la réserve du Sporting Kansas City de la MLS. Donc, c'est ce qui t'offre la chance de, pourquoi pas, en cas de bonne performance, percer l'alignement de la MLS. Et d'ailleurs, tu m'en avais parlé là, que tu avais même pu t'entraîner l'espace d'un entraînement avec l'équipe première, les Sporting Kansas City. Dans quelle situation as-tu pu t'entraîner avec eux? Moi, de base, ce que je voulais, c'était vraiment aller dans une équipe réserve de MLS. C'était vraiment ce que je voulais moi parce que je suis jeune et je pense que en montrant et en prouvant que tu peux aller plus haut, ben, je suis convaincu qu'à un moment, la chance, elle arrive et qu'après, c'est à toi de la saisir. Et je suis arrivé, quand j'ai signé mon contrat, euh, comme je suis pas américain, j'avais un visa de tourisme pour jouer à Miami. Et quand tu signes un contrat pro ici, il faut refaire un autre visa, le visa de travail. Et tant que ce visa n'était pas là, je pouvais pas jouer. Et du coup, le premier match qu'ils ont eu après mon contrat pro, ils ont dû aller à Los Angeles et directement de là-bas à Orange County parce que c'est en Californie aussi. Du coup, ils ont passé une semaine là-bas et pendant cette semaine, moi, j'ai fait, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner 3 fois avec la MLS de Sporting Kansas City. D'accord. Et d'ailleurs, là,
les installations sont toutes neuves. Comment sont-elles? Est-ce que tu as vraiment été impressionné par les infrastructures? Bah, déjà, moi, il m'en faut peu pour m'impressionner parce que je viens de nulle part. J'ai jamais été dans un club pro, dans un centre de formation ou quelque chose comme ça. Et arrivé en USL, déjà, j'étais vraiment impressionné par le niveau des infrastructures. Et après, si tu as la chance d'aller gratter des entraînements avec la une, comme ils le font souvent au Swap Park Rangers, ils appellent régulièrement des joueurs de la réserve pour s'entraîner avec l'équipe une. Ben, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment nouvelle génération, en fait. Tout est beau, tout est propre, tout est nickel et ça m'a vraiment, par rapport à la USL, c'est encore un autre monde. Oui, et l'entraîneur Pete Vermees, est-ce qu'il t'a laissé une bonne impression à la suite de cette première entraînement avec les pros? L'entraîneur, ça se voit qu'il connaît son travail, il sait où il veut emmener son équipe, etc. Il est vraiment strict. En fait, il est dans son entraînement. Si tu rates quelque chose, ou vraiment, il va te le faire savoir. Si c'est bien, il va te le faire savoir. Si c'est mal, il va te tomber dessus aussi. Et après, c'est les coachs adjoints qui sont là pour un peu régulariser être un peu plus soft, en fait. Parfait. On va terminer l'aspect là, vraiment équipe première avec les Sporting Kansas City. Dernière petite question pour est-ce qu'il y a un joueur de MLS qui t'a impressionné par sa rigueur, son intensité à l'entraînement ou même son talent? De Sporting Kansas City ou Ouais. MLS? Oui, la MLS. Euh, à Kansas City, ben, si tu veux pouvoir jouer en MLS, tu es obligé de t'impliquer à l'entraînement, d'être toujours à fond, etc. Donc, avant de rentrer dans l'entraînement, dans les vestiaires, etc., ça rigole, ils sont bons délire. Mais une fois que l'entraînement il commence, il y a plus de rigolade, tout le monde est à fond, ça met de l'intensité et c'est pour ça qu'ils sont là. OK, donc il n'y en a pas un qui est sorti du lot. C'était pas Non, mal. non, ils sont vraiment, vraiment tous à fond. Il y a les gardiens qui sont encore plus déter, mais c'est normal, c'est eux qui doivent parler sur le terrain, c'est eux qui doivent aider tout le monde à indiquer tout le monde les instructions, etc. Donc, ouais, les gardiens, si je peux dire, mais sinon, non, ils sont tous vraiment, vraiment concentrés. D'accord. Et pour revenir à la réserve, là, est-ce que votre centre d'entraînement est loin de Kansas City ou c'est quand même à proximité? Non, c'est pas très grand Kansas City, donc tout est un peu proche. Je dirais que c'est enfin, le centre d'entraînement de la MLS. Il y a allez, 25, maximum 30 minutes de Swap Park Rangers. D'accord. Et moi, personnellement, chez les Soul Park Rangers, j'aime bien Carlton Belmar ou Hadji Barry. Niveau offensif, toi qui es centraux, pensez avoir une bonne relation avec ses attaquants? Ben, Carlton Belmar, il est rarement avec nous, à part Okay. là, le match que j'ai joué, il a été là. Et ouais, c'est un bon joueur et c'est pas pour rien qu'il s'entraîne tout le temps la, avec la MLS. Et Hadji Barry, ouais, on est proche parce que c'est le seul qui parle français dans l'équipe et c'est un très bon joueur. Ouais. D'accord. Et en ce moment, vous êtes 9e de l'Ouest à seulement 1 ou 2 points d'une place qualificative en série. Est-ce que le fait d'être une réserve et comme tu le dis, Carlton Belmar est principalement avec les pros, mais va jouer quelques matchs avec la réserve, est-ce que le fait que quelques joueurs ne font pas les entraînements avec vous, est-ce que tu penses que ça ruine un peu la cohésion sur le terrain et la chimie? Ben, la cohésion, je sais pas parce que le dernier entraînement ou les deux derniers entraînements, ils viennent les faire avec nous pour mettre en place des choses tactiques, etc. Et sinon, je pense que ça devrait plus nous aider parce que s'ils descendent de la MLS, c'est justement pour aider l'équipe 2 à gagner des matchs, quoi.
Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est des joueurs qui ont un niveau limite entre les deux ligues. Donc, c'est vrai que des joueurs de ces niveaux, on ne dit jamais non à cela. Donc, pour finir, là, est-ce que tu te sens bien à cette fin de saison? Penses-tu pouvoir jouer régulièrement? Je pense que je suis pas passé à côté de mon match. J'avais tout approuvé sur ce premier match et j'ai fait mon match. C'était difficile physiquement, etc. C'était mon premier match et je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve. Et après, c'est les entraînements qui vont juger, hein. On verra. Et je vais donner mon maximum et je vis au jour le jour. Après, on verra ce que demain me réserve. Oui, en effet, on te souhaite une très bonne chance, mais je n'ai aucun doute que tu réussisses en USL. Là. Seulement à ton premier match, là, tu avais un taux de réussite de passe de 82%, ce qui est quand même très bon pour un premier match. Donc, j'ai sorti une petite stat comme ça, mais pour vrai, je n'ai pas peur pour toi et je te souhaite vraiment une bonne chance en cette fin de saison et la saison prochaine. Merci beaucoup et on se tiendra au courant pour on espère, aller le plus loin possible au playoff. Oui, effectivement. Merci beaucoup de ton temps et tu reviens au podcast quand tu veux. Merci beaucoup à vous. Merci. À la prochaine. I got a bitch that look like Left Eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. J'espère que vous avez apprécié cette petite interview. Nous remercions bien sûr Rasenbeck beaucoup. Et après les divisions inférieures, maintenant place au grand show et à la Major League Soccer, qui est plus ou moins à sa moitié de saison. Le temps donc pour nous de parler des prétendants au play-off et au titre suprême. Mais avant ça, je vous présente nos spécialistes aujourd'hui. Anthony de Varenne de Lucarne Opposée. Bonjour Anthony. Bonjour, ça va bien Antoine? Ça va très bien, merci. Et on est accompagné aujourd'hui de Adi Raphaël, qui est le gérant du blog MLS en folie et qui souvent intervient dans ces podcasts. Bonjour Adi, comment vas-tu? Salut Antoine, oui, ça va et toi? Très très bien, merci à vous, deux Québécois qui se levaient très très tôt pour l'émission. Adi d'ailleurs qu'on devrait peut-être retrouver sur Lucarne Opposée bientôt, mais on gardera un peu la surprise pour plus tard. C'est une histoire pour notre jour, puisque aujourd'hui, venons-en directement à la MLS. On vous le rappelle, il y a 6 places pour les playoffs par conférence, après les playoffs qu'ils amèneront en MLS Cup. Et celui qui, dans la saison régulière, donc avant les playoffs, a le plus de points dans le championnat régulier, gagne la Supporter Shield. Et avec ça, une place en CONCACAF Champions League. Donc, on va parler aujourd'hui de la course playoff, du Supporter Shield. Et on a sélectionné les 2 conférences en 3 parties. Ceux qui peuvent gagner la Supporter Shield, qui sont donc les meilleurs de chaque conférence. Ensuite, ceux qui sont entre la 4e et 8e, 9e place et qui visent les playoffs. Et ceux pour qui ça semble trop tard. On fera ça à chaque conférence. Nous enregistrons le lundi 20 août, donc après la dernière journée de MLS. Et un dernier aparté avant de se lancer dans le vif du sujet. La semaine prochaine, c'est la Rivalry Week, avec les grands duels comme Montréal-Toronto, Galaxy, LAFC, Dallas-Houston, Red Bulls, New York City et Portland-Seattle. Donc garde l'œil ouvert car des articles sur les rivalités vont arriver sur le Lucarne Opposée aussi. On commence tout de suite avec l'Est. Et l'Est qui est dominé par 3 équipes, et ce depuis quand même le début de la saison. Atlanta United avec 25 matchs joués et 51 points, New York Red Bulls 24 matchs, 48 points, et le New York City FC 25 matchs joués et 47 points. 3 équipes au coude à coude pour le Supporter Shield et pour les leaders de la conférence Est. Anthony, dis-nous tout déjà, qui penses-tu sera premier et qui décrochera le Supporter Shield? Oui, moi, en fait, là, je crois que si Joseph Martinez peut rester en santé, là, Atlanta United est favori. Le New York City aussi les rejoindre ils ont perdu seulement 4 matchs cette saison, là, donc je les vois pas perdre point fin de la saison, surtout qu'il leur reste seulement 9 matchs. Donc, ouais, pour moi, là, le grand favori, Atlanta United FC. Mais si les Red Bulls de New York font du bon soccer et que je ne sais pas s'ils vont affronter s'ils vont affronter Atlanta de nouveau. Peut-être les Red Bulls, puisqu'ils ils ont un match et 3 points de retard, donc tout peut arriver pour les Red Bulls.
Je suis d'accord pour Atlanta. C'est vrai qu'avec Martinez, on peut s'attendre à tout, mais je pense qu'ils ont quand même eu un passage compliqué. Je pense à la défaite contre Dallas. Ils ont fait des matchs nuls à domicile contre Toronto et Seattle. Donc, moi, je trouve que New York Red Bulls est quand même devant en termes de chance à remporter le Supporter Shield et la conférence Est. Royer revient en pleine forme. Bradley Whitefield est excellent. Parker aussi. Et donc, je pense qu'ils ont vraiment l'effectif pour terminer premier, au contraire de New York City FC, qui est pas mauvais. Mais voilà, comme on l'a vu, ils ont perdu contre Philadelphie 2-0 hier. C'est pas ce genre de défaite qui peut te mener au titre. Qu'est-ce que tu en penses, Adi? Bah, je trouve qu'encore, on n'est pas au sprint final. Il reste quand même, pour la plupart des équipes, plus de 10 matchs. En tout cas, entre un peu moins que 10 matchs ou un peu plus que 10 matchs. Je pense que c'est dans les 5 derniers matchs que ça va se jouer. Et l'équipe qui sera le plus en forme à ce moment-là, de ces trois-là, va remporter la conférence et très vraisemblablement le Supporters Shields aussi, parce que à l'ouest, ils sont un peu à l'écart. Mais moi, je vote pour les Red Bulls. Je suis vraiment très impressionné par les Red Bulls. On s'entend que c'est une équipe qui a perdu son capitaine. C'est une équipe depuis l'année passée. C'est une équipe qui a perdu tout ça, en fait, tout ce qui faisait l'équipe des Red Bulls l'année passée est plus là, à part Bradley Wright Phillips. Et quand même, elle produit du beau jeu. Elle a même perdu son entraîneur, puis il y a un nouvel entraîneur. Et c'est ridicule. Et je comprends pas. Parce que selon moi, le soccer, il y a une certaine stabilité qui vient avec. Puis le succès, il vient avec la stabilité, mais les Red Bulls, ils défient toutes les logiques. Et je trouve que si, en jouant de plus en plus ensemble, et au fur et à mesure que la saison approche, ils sont de plus en plus forts. Ils m'impressionnent énormément. Vraiment, c'est super beau à regarder. Ouais, je suis d'accord, je les mets aussi en tant que favori, définitivement. Ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire contre City la semaine prochaine, parce que s'ils battent City, ils peuvent vraiment mettre de l'écart contre eux. Et ils ont aussi un autre match de rivalité à jouer contre DC cette semaine. Donc 2 matchs en une semaine, on va voir un peu comment ils se débrouillent pour enchaîner tout ça. On a un petit souci. Apparemment, la Wi-Fi d'Anthony n'est vraiment pas assez bonne pour continuer l'émission. Donc, on va se débrouiller à deux pour la fin d'émission. On va remercier quand même Anthony, qui a dû se préparer pour rien du coup, mais il sera de retour dans les prochains podcasts. Donc, on va continuer tous les deux. Adi, j'espère que ça ne pose pas de problème. Ça nous laissera plus de temps pour parler. Non, ça ne me dérange pas. C'est dommage parce que j'aime bien écouter Anthony et son point de vue, là, mais bon. C'est pas bon, ouais, on va devoir. C'est les aléas, on n'est pas en direct, mais c'est les aléas de la vie et des vacances. On va continuer donc avec la course au play-off. Dans l'Est, ils sont 5 à pouvoir prétendre, je pense, au play-off. J'ai un peu laissé Toronto de côté, mais on en parlera après. Le Columbus Crew est à 39 points, Philadelphie à 33, Montréal à 33 aussi, New England à 29 et DC à 27, mais Montréal a déjà joué 26 matchs, le Columbus 25, Philadelphie 24 et New England 24 aussi, et DC seulement 22 matchs. Donc de tous ces 5 concurrents, seulement 3 feront les playoffs. Personnellement, j'aurais mis, et je pense toujours mettre mon argent sur le Columbus Crew, qui déjà a plus de points. On aurait même pu presque le mettre dans la catégorie supérieure. Ils sont juste assez réguliers, malgré la défaite d'hier face à Atlanta. Ils ont une défense qui s'est pas mal améliorée. Et des joueurs stables, je pense à Zardes, à Trapp, Zach Stephan, le gardien aussi, qui est excellent en ce début de saison. Philadelphie, tu as parlé aussi aujourd'hui, tu as sorti un papier dessus, donc je te donnerai la parole sur eux tout à l'heure, mais voilà, Bedoya fait une super saison, pareil pour leur défense faite de jeunes comme Trusty ou McKennie, donc voilà, de belles promesses. Et je mettrai DC United aussi pour compléter les playoffs. Ils ont 3 matchs de retard, ils avaient fait un début de saison catastrophique, mais ça revient. Wayne Rooney régale, ils s'entendent à merveille avec Ascosta, avec Ariola, avec Yamil Assad. Je sais pas ce qui marche exactement, parce que c'est vraiment juste depuis Rooney, mais ce n'est pas que lui qui fait marcher l'équipe, donc on dirait que tout le monde s'est remis d'aplomb pour le nouveau stade. Ils ont pas mal de matchs à domicile, vu qu'ils n'étaient pas dans leur stade en début de saison. Et à mon avis, ils vont revenir dans la course play-off, malheureusement pour Montréal, ta ville. Qu'est-ce que tu en penses, Adi? En fait, je suis pas très d'accord. En fait, j'ai des problèmes des fois à être
assez objectif. C'est sûr que Montréal, c'est ma ville. Par contre, j'essaie le plus possible de donner des arguments logiques. Donc, si on regarde un peu, déjà, ce que tu as dit, je suis complètement d'accord avec toi, par exemple, par rapport à Columbus. Je ne sais pas si je te rappelle, mais au début de l'année, quand on a fait le preview de l'année, j'avais dit que Columbus allait se situer entre la 4e et je pense, la 5e et la 8e place. Je ne suis pas très loin. Ils sont finalement, je pense qu'ils vont finir en 4e position. Oui, il y a juste 6 points d'écart avec Montréal et Philadelphie, mais ils sont une coche au-dessus, comme on dit en bon québécois. Ils sont un peu mieux armés pour la fin de la saison. La défense est super cool. Déjà, j'adore Valenzuela. Je suis amoureux de ce joueur-là, le latéral gauche de Columbus. Je trouve qu'ils ont le jeu de Greg Berhalter est très bien huilé. Oui, ils ont eu une période très difficile où ils ont eu quelques défaites de suite ou des mauvaises performances, mais là ils reviennent, puis je pense pas qu'ils seront rattrapés. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Pour ce qui est du reste des séries, je pense que c'est très ouvert. Je peux pas dire à 100% qui va faire les séries. Si jamais j'ai à me lancer, je pense que ce sera Philadelphie. Je pense que Philadelphie a ce qu'il faut pour faire les séries. Un milieu de terrain extrêmement solide avec le trident Medunjanin, Bedoya Medunjanin, Bedoya et Dochkal. Super bon, vraiment offensivement comme défensivement. Medunjanin et Bedoya qui s'occupent un peu plus du secteur défensif, Dochkal qui est un peu plus avancé. Et bon, ils permutent les trois ensemble. Puis c'est vraiment tellement beau à voir. Et je trouve que la défense avec les petits jeunes, comme tu l'as déjà dit, Trusty, ainsi de suite, c'est juste, c'est un bon melting pot, comme on dit, vraiment quelque chose. Ça a l'air de cliquer, enfin de cliquer, et ça a l'air assez intéressant. Tout va dépendre de combien d'énergie ils vont dépenser parce qu'ils jouent la finale de la US Open Cup. Est-ce qu'ils vont perdre beaucoup d'énergie avec cette finale-là? Est-ce qu'ils vont devoir faire une certaine rotation pour garder des joueurs frais pour la finale? Parce qu'on s'entend que Philadelphie, c'est une des rares équipes de la MLS qui a gagné aucun trophée depuis sa création. Donc, elle a atteint 2 fois la US Open Cup. Les 2 fois, elle est tombée. Donc, est-ce que c'est les matchs qui sont avant et après? Est-ce qu'ils vont reposer des joueurs? Est-ce qu'il va faire qu'ils vont perdre des points? Est-ce que ça va jouer dans la course aux playoffs? Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ouais, je pense que si je peux me permettre, je pense que ça se jouera aussi pas mal au niveau de l'attaque. Parce que j'aime bien le fait que Burke revient pas mal en ce moment et marque pas mal de buts, mais CJ Sapong est vraiment pas au niveau de l'année dernière. Non. Et Yamil Assad, c'est un des flops, je pense, du dernier mercato quand même. Il a vraiment eu du mal à continuer à sa bonne saison qu'il avait eue l'année dernière avec Philadelphie, ça ne marche pas du tout. Effectivement, mais si tu y penses, regarde les 4 équipes desquelles on parle maintenant, à part d'ici, les 3 autres n'ont pas d'attaquant. Il est vrai. Ouais, New England, ça va. Bunbury s'est bien révélé au début de saison, même si la deuxième partie de saison de New England est beaucoup moins bonne. Ben oui, exactement. Donc, si on passe à New England, le gros problème qu'ils ont, effectivement, Bunbury a bien commencé, c'est sûr, mais sauf que bon, c'est pas un attaquant en puissance, c'est pas un gars qui nous a habitués à marquer des buts au fil des ans. Oui, cette année, il fait une bonne saison. Est-ce qu'il va pouvoir continuer? Déjà que je pense, si je me rappelle bien, dernièrement, ça n'a pas été trop ça avec Bunbury. C'est pas comme s'il avait continué sur sa lancée du début. Ça va encore bien, mais sauf que c'est pas l'attaquant que tu te dis, c'est pas Rooney là. c'est vraiment un attaquant de second plan. Montréal, même chose. Ils ont juste pas d'attaquant, c'est comme s'ils jouaient à 10. Pour ce qui est bon, il y a DC qui est quand même en forme là, avec Wayne Rooney qui est magnifique. Mais si on revient à New England, le problème de New England pour faire les séries, c'est que si on regarde le nombre de matchs disputés, c'est combien ils ont joué de matchs, la plupart de ces matchs ont été joués à domicile. Donc, ils ont plein de matchs encore à l'extérieur. Donc, oui, ils ont des matchs en main sur Montréal. Oui, ils sont je
pense, 4 points maintenant de Montréal et de Philadelphie, si je me trompe pas. J'ai pas le classement devant moi, mais je pense que c'est 4 points. Ouais. C'est ça. Donc, Avec ils sont à 4. 2 matchs de moins de Montréal, quand même. C'est ça, 2 matchs de moins que de Montréal, mais combien de matchs à l'extérieur? La plupart sont des matchs à l'extérieur, des matchs qui leur restent. Donc, ça va jouer aussi. Comme j'ai dit, je sens que la lutte va être très serrée. J'aimerais bien me lancer et me jeter à l'eau. Moi, si je veux vraiment me jeter à l'eau, en tant que partisan, je me dis ça va être Philadelphie et Montréal. mais si je veux être plus logique, je pense que ça va être Philadelphie et DC. Le problème de DC, par contre, c'est que ils ont trop de matchs à jouer encore. Ouais, il y en a juste trop. 3 de plus que la plupart des équipes, voire 4. Mais sauf qu'ils les jouent la plupart à domicile. Il me semble qu'ils sont quand même énormément de matchs à domicile. Donc, pour moi, ça va passer quand même plus que Montréal. Montréal, ils sont pas mauvais du tout. Je trouve en plus leur renfort du mercato vraiment bon. Mais ils sont pas aussi étincelants que d'ici et Philadelphie. On se dit pas en regardant Montréal, tiens, eux, ils vont arriver à passer, à réussir à se révéler sur des matchs difficiles et passer en playoff. Franchement, je les trouve pas. Ouais, il manque un truc qui fait qu'on pourrait les mettre au même niveau que le Crew, Philly ou DC. Mais après, DC, ça se trouve, c'est juste aussi une petite vague qui marche bien en ce moment et qui, dans 2 matchs, s'arrêtera complètement. Mais ça semble vraiment bien marcher en ce moment. Donc, ouais, pour moi, le Crew, Philly et DC passent devant Montréal et New England. Mais c'est vrai que la course va être très compliquée. Et on a laissé 3 équipes en dehors de cette course, puisque ça semble jouer. J'aurais pu mettre Toronto, qui est seulement à 3 points de DC, mais qui a quand même joué 2 matchs en plus. Récent champion de la Coupe canadienne, ils ont déjà leur place en CONCACAF Champions League. Donc on peut un peu dire que leur saison est sauvée, puisqu'ils ont quand même arrivé en finale de la dernière CONCACAF Champions League. Donc je pense que ça ira. C'est pas la saison qui les a complètement tués grâce à justement cette coupe. On a laissé aussi de côté Orlando qui a joué 24 matchs mais qui a seulement 23 points, qui est une grosse déception par rapport aux recrues qu'ils ont acquis, et Chicago qui avec 26 matchs joués n'a que 23 points, qui est aussi le gros gâchis de la saison. Quelle est l'équipe des 3 qui t'a le plus déçu? Bon, Toronto, c'est la réponse logique à cette question. Champion l'année passée, ils n'ont pas changé l'équipe. L'équipe est presque la même. Ils ont cru avoir amené des renforts avec Akeche et Vanderville. Akeche est retourné. Il est même plus avec Toronto. Il est retourné en Espagne. Et Vanderville, pour moi, ça a toujours été un joueur surcoté. Déjà, quand ils l'ont signé, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font? Je comprenais juste pas parce que j'ai suivi Vanderville pendant longtemps durant sa carrière. Puis pour moi, c'est pas ça. C'est pas un renfort. C'est vraiment... ils avaient déjà ce qu'il faut, que ce soit au poste de latéral ou au poste de défenseur central. Ils n'avaient pas besoin de ce joueur-là. Vraiment, je trouve que leur recrutement a été bâclé. Les blessures de Giovinco et d'Altidor, surtout d'Altidor au début de la saison. Le fait que Greg Vanney ait décidé de privilégier la Champions League par rapport à la Champions League CONCACAF qu'ils ont perdu en finale par rapport au championnat au début de la saison. Ils ont perdu tellement de matchs au début de la saison en disant non, on va faire jouer les jeunes et on va faire en sorte, on va sûrement se rattraper parce qu'on est la meilleure équipe au monde. Mais en sortant que ça n'a pas marché. Ouais, je suis plus mitigé sur Vanderville. Je trouve pas je trouve qu'il a le niveau pour LMS largement, mais il est vrai que en fait au poste de latéral ils avaient Nicolas Hassler et ils l'ont envoyé à Chicago du coup au dernier mercato vu qu'il jouait plus trop avec Vanderville, et c'est vrai que c'est un peu un gâchis pour moi. Même si Toronto, la bonne révélation de la saison, c'est quand même Osorio, que je trouve assez impressionnant, surtout en Champions League. Il était un peu partout sur le terrain. Mais ouais, pour moi, leur saison, de toute façon, est sauvée. Ils seront en Champions League l'année prochaine. Et pour une fois, ils auront vraiment le temps de se reposer, puisqu'ils ne seront pas en playoff, vraisemblablement. Donc, c'est une bonne nouvelle pour eux en soi, pour bien se préparer pour l'année prochaine, puisque avec les vieillissants Giovinco, Altidor et Bradley, il va peut-être falloir aussi faire émerger une sorte de jeunesse qui devra prendre sa place petit à petit. Orlando et Chicago, perso Orlando, j'ai pas grand chose à dire, ça ne marche juste pas, ça ne clique pas, c'est pour ça qu'ils ont renvoyé d'ailleurs Justin Miram à Columbus. Mais pour moi, Chicago, c'est un peu un gâchis tout de même. Je sentais pas qu'ils allaient gagner le Supporter Shield, mais j'ai pensé dans les playoffs avec des joueurs comme Nikolic, Raheem Edwards. Je pense aussi à Kataï, qui est une des grosses révélations de la saison, qui a porté toute l'équipe pendant pas mal de temps. Schweinsteiger qui fait toujours le travail à son âge.
Mais derrière, c'est horrible. Ils n'ont aucune recrue. Les défenses centrales est terrible. Et le gardien aussi. Je sais qu'ils ont pas mal cherché à avoir Iker Casillas, mais ils auraient dû amener quelqu'un d'autre de l'extérieur ou de la ligue parce que ça va vraiment pas. Et je pense que là, la fin de saison va être désastreuse parce qu'ils savent qu'ils seront plus en play-off. Je sais pas pourquoi les joueurs vont se battre. Ils sont fait éliminer en demi-finale de coupe d'Open Cup, donc ça va être très très compliqué aussi. Je sais pas ce que tu en penses entre Orlando et Chicago qui va faire la pire fin de saison. Orlando, comme tu l'as dit, c'est du gâchis, mais surtout que sur papier, mais c'est ridicule. Ils ont une équipe de malades. Ils ont une super bonne équipe sur papier et je comprends pas comment ça marche pas. Ils sont à leur deuxième entraîneur. Si tu regardes leur effectif, que ce soit défensivement, au milieu, en attaque, ils ont tout ce qu'il faut pour être une force en MLS. Mais c'est comme si la mayonnaise a jamais pris. Les joueurs, ça n'a pas l'air qu'ils s'entendent vraiment. Kestan, Rosell, on dirait que c'est pas les mêmes joueurs. Ils ont juste disparu. Le seul qui sort encore du lot, c'est Dwyer. Ouais. Meram qui vient, qui joue, je sais pas, une vingtaine de matchs, puis il marque un but. Lui qui nous a habitués à tout le temps venir et marquer 10-15 buts l'année. Il retourne maintenant à Columbus. J'ai juste pas compris. Est-ce que c'est des problèmes dans le vestiaire? Est-ce que c'est le système de jeu qui était pas bon au début de la saison avec Jason Christ? Pourtant, ils ont eu une bonne série, je pense, de 6 victoires sans défaite. 6 victoires de suite, pardon. 6 victoires de suite. Et depuis, il n'y a plus rien. Jason Christ a été renvoyé. Il y a O'Connor à sa place. Puis même là, il y a du mieux dans le jeu. Dernièrement, sur les quelques derniers matchs. Par contre, je pense que moralement, ils sont juste plus là. C'est fini. C'est complètement la débauche totale. Là. Oui, ça se voit. Ils se font battre à chaque fois par. Récemment, ils s'étaient fait battre par Galaxy d'un but, par DC United d'un but, alors qu'ils avaient vraiment fait un bon match et qu'ils avaient match nul. Après, à chaque fois, à chaque petit match comme ça, je pense que tu craques quand tu vas perdre un but. À chaque fois, c'est quand même très dur sur le moral. Ils ont un calendrier très compliqué. Ils vont se battre contre Atlanta, KC, Dallas, les Sounders et Red Bulls dans la fin de saison. Donc, c'est très, très compliqué pour eux. Et apparemment, il y a des rumeurs de petits combats dans les vestiaires en fin de match. Donc, comme tu disais, l'ambiance ne doit pas être terrible. Il va falloir qu'ils repensent l'année prochaine vraiment et à faire peut-être des coups en mercato et à revendre certains joueurs qui n'ont pas marché. Mais on va passer tout de suite à la conférence Ouest qui est encore plus compétitive, encore plus serrée entre les équipes. Vraiment, une conférence Ouest qui, comme d'habitude, porte ses surprises. J'ai pris 3 équipes qui peuvent gagner la conférence Ouest et probablement le Supporter Shield, même si ça paraît plus compliqué. FC Dallas, 24 matchs joués, 45 points. Sporting Kansas, 24 matchs joués aussi, 42 points. Et le LAFC avec 25 matchs joués et 42 points. On a tout dit sur le LAFC quand même, que c'était une équipe incroyable. Et je pense que les playoffs sont assurés pour eux. Il n'y a qu'à voir, ils ont vraiment une attaque de grands malades depuis qu'ils ont recruté Cristiano Ramirez de Minnesota. Voilà, je cite vite fait leurs attaquants: Vela, Ramirez, Rossi, Fellarber, Lewin, Blessing, Horta, Kovar, Diomandé, Ureña. Vraiment une attaque de classe, mais la défense n'est pas assez bonne pour moi pour qu'ils arrivent aux premières positions de l'Ouest. Même si le gardien de Tyler Miller me surprend. Il a fait quelques mauvais matchs, mais je trouve que récemment ça va beaucoup mieux. Mais Laurent Simon n'est plus trop. Il était très bon en début de saison, là il a un peu de mal, je trouve. Et donc pour moi, l'Ouest sera entre Dallas et Sporting, et je pense que Kansas a quand même plus d'armes. Ils n'ont pas recruté le 9 qu'ils voulaient un 9 international. Ils ont juste repris Christian Nemeth, mais Rubio arrive à marquer pour eux, alors que ce n'était pas trop le cas l'année dernière. Ils ont des bons résultats. Ils ont gagné 3-0 contre Portland, 2-0 contre Los Angeles FC récemment. Et Dallas font vraiment le travail, mais pour moi, Kansas a plus de talent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, ben écoute, déjà pour commencer avec LAFC, oui, c'est pas juste la défense. Ben, c'est vrai, Tyler Miller, moi aussi, je trouve que vraiment, c'est fou. Moi, je m'attendais même pas à ce qu'il soit titulaire. Je pense qu'ils ont un gardien du Honduras, je pense, si je me trompe pas, le deuxième gardien. Je pensais que c'était lui qui allait être titulaire au début de la saison. Je l'ai même dit dans un de mes articles. Puis finalement, c'est Tyler Miller et j'avoue, il m'impressionne de plus en plus. Oui, il fait des erreurs. C'est normal. Je pense que c'est sa première année en tant que partant, en tant que titulaire dans une équipe, si je me trompe pas. Puis ça se passe très bien de ce point de vue-là. La défense, oui, elle crée problème. Laurent Simon a des qualités, a des défauts.
Et malheureusement, quand ça va mal, et quand ça va bien, ça va super bien. Pour avoir supporté le Ranciment avec Montréal pendant 3 ans, pour l'avoir vu des millions de fois, c'est le genre de joueur il faut faire avec. Il a ses qualités, il a ses défauts, puis c'est ça. Ça va pas changer. C'est la même chose. C'est pas constant à 100%, malheureusement. Mais le gros problème de LAFC, c'est au milieu de terrain. Depuis qu'ils ont perdu Marc-Anthony Kaye sur blessure jusqu'à la fin de la saison, ils n'ont pas ce joueur qui est capable défensivement de tenir la baraque et de faire en sorte de couper les contre-attaques, de faire en sorte de tacler. Ils ont pas ça. Phil Harbour essaye de faire ce travail-là, mais bon, c'est pas quelqu'un qui est reconnu pour son efficacité défensive non plus. Donc, ils ont personne au milieu de terrain qui est capable de faire ça. Ça, c'est selon moi. Oui, ils feront les playoffs, et oui, mais pour se mêler dans la course au titre de la conférence Ouest, je pense pas que ce sera pour cette année, malheureusement. Pour le reste, ça va ouais, je suis d'accord avec toi que ça va être entre Sporting, Kansas City et Dallas. Dallas, pour moi, c'est une équipe complète qui est magnifique, super belle à avoir joué. Avec vraiment, il leur manque pas grand-chose. En fait, ils ont tout ce qu'il faut. Le seul problème qu'ils ont, c'est que je sais pas ce qui se passe, mais des fois, ils oublient de jouer. Ouais. Comme quand comme la réception de San Jose. Ils ont perdu 3-1 contre une des pires équipes de l'Ouest, en fait, même de la MLS. Ouais, la pire, ouais. Hein? La pire équipe de MLS, je pense. Exactement, la pire équipe, oui, c'est effectivement la pire équipe de la MLS. Et je trouve que je comprends pas comment une équipe qui est aussi bien, qui est aussi complète, se trouve comme ça complètement. Pour ce qui est de Sporting KC, ils ont joué depuis le début de l'année sans numéro 9. Ils se débrouillent très, très bien. J'aime beaucoup cette équipe. Je trouve que c'est tellement fluide, c'est tellement beau. En tout cas, Vermes nous a habitués à ce jeu-là depuis des années. Je trouve que c'est beau. En plus, Rubio, moi, je suis quelqu'un qui a toujours adoré Diego Rubio. Et je comprenais pas pourquoi il n'était pas titulaire. Même s'il a fait une mauvaise saison l'année passée, pour moi, ça reste une des valeurs sûres en MLS depuis assez longtemps. Puis cette année, il prouve qu'effectivement, il fallait compter sur lui dès le début. Et je suis content de le voir enfin performer. Et je pense que ça va être plus Sporting KC que Dallas. Je pense que Dallas, dernièrement, nous montre quelques signes de faiblesse. Je m'attends à ce que Sporting KC les dépasse très prochainement. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Et puis KC, même, oui, on parlait de Rubio, mais ils ont aussi Carey Shelton qui peut marquer des buts, Johnny Russell, ou comme je disais, Christian Demetz qui vient de signer. Donc j'ai plutôt confiance en eux. Et là où ça se complique, c'est la course au play-off de la conférence Ouest. C'est hyper serré. Et comme l'année dernière, je pense que ça se jouera la dernière journée. Donc il y a 5 concurrents pour les 3 places restantes. On pourrait mettre Minnesota qui est juste derrière, mais j'ai choisi de ne pas la mettre parce qu'ils me paraissent quand même dans une pente descendante. Les 5 concurrents sont premièrement le Real Salt Lake, 26 matchs joués et 38 points. 1 point en dessous, avec le même nombre de matchs, Los Angeles Galaxy. Même niveau de points que le LA Galaxy et les Portland Timbers, qui ont joué que 23 matchs, ils ont quand même 3 matchs de retard. Seattle Sounders n'ont joué que 24 matchs et ont 35 points. Et finalement, les Vancouver Whitecaps, qui ont joué 25 matchs et 34 points. Qu'est-ce que tu en penses, Adi, sur ces 5 concurrents, sachant qu'il y a pas mal donc, de matchs de retard pour certains, et que tout se jouera sûrement aux dernières journées? Ouais, ben écoute... Ouais, comme dans l'Est, je pense que la course aux playoffs va être quand même assez excitante. La différence avec l'Est, c'est qu'on s'entend que dans l'Est, c'est des seconds couteaux, tandis que ici à l'Ouest, on a des grosses équipes qui se battent pour ces places-là en série. Quand je passe à Seattle, à Portland, à LA Galaxy, pour moi, c'est des équipes qui, au début de la saison, pour moi, c'était genre prévu qu'ils soient aux playoffs. Les voir se batailler comme ça, aussi proches l'un de l'autre, en tout cas, ça va être extrêmement excitant. Ce que je comprends pas, c'est que c'est tellement serré. Portland a eu une série maintenant de 15 matchs sans défaite.
et ils sont même pas assurés d'une place en série. C'est ridicule. C'est incompréhensible. Je regarde ça. Des fois, je regardais le classement et je suis là. Mais c'est pas normal. 15 matchs sans défaite, puis ils peuvent rater les séries. Ouais. C'est fou quand tu y penses. Seattle est sur une excellente série. Je pense qu'ils sont à 6 victoires de suite. Toi, le supporter de Seattle, tu pourrais Ouais, me confirmer. pas contre des chèvres non plus, hein. New York, Dallas, les Galaxies. Donc, ouais, une très très bonne série. Et Portland, comme tu disais, ils ont fait 15 matchs aussi sans défaite. Incroyable série. Mais après, ils perdent contre Vancouver, DC et Sporting. Donc, ouais, ça va être super intéressant ces courses de playoffs. Je sais vraiment pas qui va les faire. Moi, j'ai l'impression que Salt Lake le fera pas. Ouais. Je trouve que oui, ok, ils ont les petits. C'est un des clubs ce qui est super beau avec Salt Lake, c'est qu'ils lancent tellement de jeunes de leur académie. C'est une des équipes en MLS qui a le plus de joueurs formés au club. Je trouve ça magnifique. Ils sont encadrés par des vétérans comme Beckerman, comme Rimondo. J'aime bien le mix de joueurs d'expérience et de joueurs jeunes. La seule chose, c'est que bon, devant, c'est pas, ils ont pas ce genre de joueurs-là qui vont faire gagner des matchs. Oui, ils ont Plata, ils ont Baird, ils ont de bons joueurs, mais c'est pas des joueurs qui vont venir et lors des matchs importants venir marquer 2 buts puis exploser tout le monde. Je vois pas ce facteur clé dans cette équipe-là. Et pour moi, arriver dans des matchs à haute tension comme ça à la fin de l'année, tu as besoin de ce joueur-là, des joueurs qui vont faire des déclics qu'on voit dans toutes les autres équipes. On a Valérie à Portland, on a Lodero à Seattle ou Blanco, on a Galaxy, bon, on va même pas en parler, hein, entre Ibrahimovic, entre Alessandrini, il y en a trop. Donc, je pense que Salt Lake les fera pas. Le reste, je sais pas. Je vais même pas me lancer parce que je trouve que c'est vraiment, c'est comme genre jeter un dé et puis espérer pour le mieux. C'est impossible à deviner. Bah, je mettrais moi perso Seattle parce que parce que j'espère que Seattle va y être, mais surtout ouais, la série de 6 victoires montre qu'une fois qu'il n'y a plus de blessés, comme en début de saison, on déroule, on a des recrues qui marchent parfaitement. Raúl Ruidiaz semble excellent, il crée des trous dans les défenses qui sont énormes. Kim Ki, qu'on a recruté cet été, réussit à remplacer Roman Torres en défense. Et on a le nouveau Brad Smith, un latéral gauche australien, qui semble aussi s'acclimater parfaitement. Et voilà, on arrête de mettre des jeunes qui n'ont jamais joué en MLS parce qu'on n'a plus de joueurs, ils sont tous blessés. On arrête de mettre Clint Dempsey qui a 35 ans, ne joue même plus les bouts de match. Il est même plus sur le terrain en fin de match comme il était l'année dernière. Un petit peu, on le fait jouer 20 minutes, 30 minutes, là, plus du tout. Alors qu'il était quand même titulaire en début de saison souvent. On a un niveau de confiance qui monte énormément, je trouve. Et voilà, je pense que Seattle fera les playoffs. Je pense que Portland aussi. Ça m'étonnerait quand même qu'il arrive à perdre les playoffs après 15 jours. Comme tu disais, 15 matchs, ça serait incroyable qu'il arrive à ne pas les faire. Et pour moi, oui, ça se jouera entre Salt Lake et le Galaxy, mais le Galaxy a quand même des meilleurs armes offensifs. Tout à l'heure, j'énumérais tous les attaquants du LAFC. Galaxy, c'est pareil. On pense à Pontius, Leggett, Boateng, Ibrahimovic, les frères Dos Santos, Alessandrini. J'en oublie sûrement Aola Camara. Voilà. Il y a vraiment des forces offensives qui sont énormes du côté des Galaxy et ce serait incroyable qu'ils n'arrivent pas à gagner les prochains matchs. Et malgré. Mais parfois, ils font. Malgré leur défense qui est terriblement mauvaise. Il va falloir que vraiment. Je pense pas qu'en playoff, ils iront loin, mais je pense qu'ils se qualifieront en playoff. Alors que RSL, Salt Lake, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait qu'il manque le petit joueur, le petit plus, mais il y a quand même Albert Rusnak qui fait une excellente saison, je trouve. Glad en défense. Mais ouais, pour moi aussi, Vancouver, c'est foutu. Leur jeu est basé vraiment sur tiens, on balance devant et il y a ou Davis ou Kei Kamara qui arrivent à le prendre, voire Jordi Reyna, mais pour moi, ils sont vraiment trop limités. Ouais, mais si je peux me permettre, Antoine, je suis désolé, mais Vancouver, ce que j'aime bien avec Vancouver, c'est qu'il faut pas les mettre dehors parce que Vancouver a enfin retrouvé son identité de jeu. J'en ai parlé, je pense, lors de mon dernier baromètre. C'est l'identité de jeu qui leur avait permis de faire une super belle saison l'année passée. Je pense qu'ils étaient arrivés en demi-finale de conférence, si je me rappelle bien, lors des playoffs. Et Vancouver, maintenant, est enfin revenu à sa base de jouer en contre-attaque. Si on regarde les derniers matchs qu'ils ont remportés ou bien des matchs nuls,
Ils n'ont pas plus que 35 ou 40% de possession, puis ils arrivent à gagner les matchs. C'est le genre d'équipe à jouer comme ça. Ils pensaient qu'en amenant Kei Kamara, ils allaient pouvoir être une équipe qui construit. Malheureusement, non, c'est toujours pas le cas. Mais au moins, ils ont retrouvé cette identité de jeu. Donc, ça peut être une équipe difficile à manœuvrer, même si moi aussi, je pense pas qu'ils feront les séries, mais une surprise n'est pas à exclure non plus. Sauf que pour moi, c'est vraiment déjà moche. C'est vrai que c'est moche. Davis ou Camara se blessent et ils seront complètement morts. Enfin, c'est pas Blake Shea, le remplaçant, qui va réussir à mettre plein de buts. Et leur calendrier, ils ont Seattle, Dallas, Galaxy, Toronto, Kansas, LAFC et Portland. C'est tous leurs derniers matchs. Donc que des contendants, des mecs qui sont quand même plutôt pas mauvais. Je pense vraiment pas qu'ils vont y arriver. Mais ils sont toujours pas aussi mauvais que les 4 derniers de la conférence Ouest que j'ai décidé de pas mettre dans la course au playoff. Je pense pas qu'ils vont les faire. Nous avons Minnesota United, 29 points, Houston Dynamo, 27 points, Colorado, 24 points, et San Jose, qui connaît vraiment une saison cauchemardesque avec 17 points. Donc pour moi, c'est complètement mort pour toutes ces équipes, même si Minnesota, c'est vraiment un gâchis, parce qu'ils ont beaucoup de talent, et sur un coup de chance, ils pourraient peut-être le faire, mais ça paraît compliqué vu qu'ils ont déjà joué 25 matchs. Houston, c'est foutu aussi, mais ils vont se concentrer, je pense, sur la finale de Campeon Cup qu'ils ont contre Philadelphie, vu qu'ils n'ont rien d'autre à faire, à mon avis, là, avec 27 points, ça paraît quand même très compliqué. Et Colorado et San Jose, c'est vraiment 2 saisons à oublier complètement. Il faut préparer déjà la saison prochaine. Colorado, je pense que c'est déjà fait, avec l'acquisition de Kane Acosta, milieu très très bon de Dallas, qui s'était un peu perdu, et là j'ai l'impression qu'il revient super bien avec Colorado. Mais San Jose, il y a tout à refaire. Ils avaient pas mal investi pendant le dernier mercato et j'ai l'impreson que ça n'a servi à rien. 17 points, c'est incroyable. Une saison cauchemardesque. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, en premier, commençons avec San Jose. Écoute, c'est tellement dommage. Je trouve que le recrutement n'était pas mauvais. Moi, je blâme l'entraîneur. Je pense que si vous lisez mes articles ou si tu me lis mes articles, tu vois combien je comprends pas comment il fait jouer son équipe star. Pour moi, il sait pas ce qu'il fait. Il se dispute avec les meilleurs joueurs de l'équipe, donc Godoy. Il renvoie une de ses recrues les plus prometteuses à Lachi à Cincinnati. Je comprends pas ce qu'il fait. Pour moi, ça fait pas de sens. Maintenant, il commence un peu plus à mieux jouer. Ça fait 2-3 matchs. Mais même là, c'est une équipe qui est quand même... Déjà du côté offensif, ils ont de belles armes. Défensivement, ils ont juste pas trouvé la bonne formule. Mais je pense pas qu'ils sont aussi mauvais que ça. Et je comprends pas comment un entraîneur est encore en place après une saison aussi chaotique. C'est ridicule, je comprends pas. Ça rentre pas dans ma tête. En tout cas, dans toutes les autres ligues dans le monde, si jamais il y avait des relégations et des promotions, Stars aurait été renvoyé depuis au moins 15 matchs. Je pense qu'il est là parce que les dirigeants espèrent qu'il va construire sur le long terme et ils savaient peut-être que cette saison, ce serait compliqué, mais là, c'est catastrophique. Et comme tu l'as dit, quand on pense que l'entraîneur d'Orlando a sauté et il y en a un autre qui a sauté, mais je ne me souviens plus qui. Bref, donc c'est vraiment... difficile et inconcevable de voir qu'il est toujours là. Qu'est-ce que tu penses de Minnesota? Est-ce qu'ils ont une infime chance de faire les playoffs? Juste une dernière petite chose sur San Jose. C'est tellement dommage parce qu'il y a Wando qui a à 4 buts égalisé le record de buts marqués en MLS. Et puis j'espère tellement qu'il va le faire. Je pense pas. Je pense qu'il sera trop court. J'espère qu'il signera encore pour l'année prochaine pour pouvoir y arriver parce qu'il le mérite, ce joueur-là. Je l'adore. Puis je trouve qu'il est trop bon. Pour le reste, pour Minnesota, écoute, Minnesota pour moi, ça a toujours été une équipe de transition, une année de transition pour eux. Ils ont acquis leur premier joueur désigné avec Quintero. Là, ils viennent d'acquérir leur deuxième joueur désigné avec Romario Ibarra. Oui, ils ont envoyé Christian Ramirez, mais Ibarra commence petit à petit à prendre ses marques. Ils ont quand même de bonnes options offensives. C'est pas trop ça encore en défense, sauf que offensivement, ça va mieux. Faut pas oublier qu'ils ont de très gros joueurs blessés pour toute la saison. On parle de Molino, on parle de Ethan Finlay, qui sont quand même de grosses additions qu'il faut pas oublier. Moi, je pense que Minnesota, depuis le début, oui, ils auraient aimé faire les séries, mais je pense que leur but, ça a toujours été l'année prochaine avec leur nouveau stade. J'ai écrit un gros article dessus, allez le vérifier sur mlsenfolie.com. Mais
pour moi, ça a toujours été le but l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine, ils feront mal. Ouais, ça va être très compliqué surtout de réussir à mettre tous ces talents sur le terrain parce que là, ils ont quand même une équipe qui est offensivement et dangereuse, sans les Finlay, sans les Moulineaux, comme tu disais. Mais j'ai du mal à comprendre leur gestion. Pourquoi ils vont acheter un numéro 9 alors qu'ils ont Ramirez, Abou Nadi, Mason Toy. Enfin, j'avais fait tout un thread Twitter dessus, mais c'est incompréhensible, je trouve, parce que derrière, ça va pas trop. Le milieu de terrain aussi, ils ont un 6, c'est Colin Warner. Le reste, c'est vraiment pas terrible à côté. Ils arrivent pas trop à trouver quelle formation aussi adopter. Donc voilà, je pense que pendant le mercato, ils vont se renforcer, ils vont prendre un 6, je pense, et puis on va voir, mais c'est assez compliqué. Et pour finir vite fait, un avis sur Colorado ou Houston? Colorado, comme tu l'as dit, ils ont commencé à se préparer pour l'année prochaine avec Acosta qui est venu. Ils ont fait quelques bons résultats les 3-4 derniers matchs. Je pense qu'ils sont à 2 ou 3 défaites, 2 victoires sur les 3 derniers matchs, ce qui est pas mal pour une équipe qui était complètement à la rue il y a quelques semaines de ça. Acosta, ça va beaucoup mieux. Il va falloir juste qu'il se débarrasse de Tim Howard, avec tous mes respects pour sa carrière, parce qu'il est juste plus là à 39 ans. Non, il est juste plus capable de sauter, je trouve. Mais je pense qu'il va falloir qu'il se renouvelle un peu plus durant la saison morte. Mais je pense qu'ils ont commencé à mettre les bases. C'est qui la deuxième équipe? C'est Houston. Ouais, Houston. C'est inoubliable, on va pas se mentir. Non, mais Houston, oui, effectivement. Ils ont la US Open Cup. Je suis quand même assez déçu parce que c'est quand même une équipe qui a éliminé Atlanta lors des playoffs l'année passée. Non, ils ont éliminé Portland, je crois. Ils ont éliminé... Atlanta, c'était le Columbus qui l'avait. Oui, c'est vrai, t'as raison. Excuse-moi. Oui, ils ont éliminé Portland, qui avait gagné la conférence de l'Ouest l'année passée, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, Houston a quand même une bonne équipe, mais Houston n'a jamais appris de son année passée. Je l'avais mentionné à un moment donné, je ne me rappelle plus quand j'avais écrit quelque chose dessus. Houston a toujours eu un problème défensif depuis que Cabrera est là. C'est pas par rapport aux joueurs défensifs. Ils ont quand même du talent défensivement. Ils ont pas. Quand je pense à Senderos, exactement. Merci de me rappeler. À Senderos qui fait quand même une bonne saison. Le problème, c'est plus tactiquement, défensivement. Il se retrouve tellement laissé à lui seul. Des fois, il se retrouve à 2 contre 4 en contre-attaque, mais c'est. Oui, je comprends, c'est beau. Ils veulent être offensifs. Ils ont quand même de grosses armes offensives avec Ellis, avec comment il s'appelle l'attaquant Kyoto? Manotas. Oui, Manotas, merci. Kyoto qui est extraordinaire, et Manotas, ils ont ce qu'il faut, mais c'est que défensivement, tactiquement, défensivement, ils sont complètement à la rue. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils passent d'une équipe quand même qui était assez impressionnante l'année passée à une équipe lambda cette année. Je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que l'année dernière, c'était surtout une surprise plus qu'autre chose. C'est que ils sont arrivés en finale de la conférence Est contre Seattle, il me semble, mais c'était pas si mérité que ça, et c'était vraiment une grosse surprise. Je pensais pas qu'ils allaient refaire la même cette année, surtout que c'était pas très renforcé. Mais ouais, s'ils gagnent la Open Cup, ça serait une saison vraiment réussie, même si, perso, je serais pas super content de les avoir en CONCACAF Champions League. Ouais. Je préfère voir Philadelphie quand même pour nos espoirs, ça serait quand même un peu mieux. Et sachant que Sporting Kansas est aussi qualifié en CONCACAF pour l'année prochaine, parce qu'ils ont gagné la dernière Open Cup. Donc ouais, franchement très sympa de voir l'année prochaine en CONCACAF entre Toronto et Kansas, et puis le gagnant de la MLS. Il va y avoir de bonnes équipes, je pense. Mais voilà, je pense qu'on a plus ou moins fini. Je sais pas si tu as un dernier mot, mais on a parlé de toutes les équipes. On a fait un bon rendez-vous. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Oui, j'ai un dernier mot. Par contre, je veux juste te dire, c'est que pour les gens qui n'ont pas encore accroché à la MLS, je pense qu'il est grand temps maintenant de s'y accrocher, parce que la lutte va être intense, magnifique et pleine de rebondissements. En tout cas, moi, j'ai hâte. Je suis super excité. Je regarde plein de matchs, puis je me régale. C'est vrai que surtout, j'ai l'impression qu'il y a des pluies de buts. Je sais pas si c'est juste moi, mais la moyenne de buts est incroyable. Et il y a vraiment de très bonnes équipes, de très bons joueurs à suivre, des révélations. Et c'est très très beau la MLS. C'est vraiment plein. Les playoffs font en sorte que
on soit vraiment mis en haleine toute la saison et la course au playoff va être incroyable entre toutes les équipes dont on a parlé aujourd'hui. Je remercie Anthony, je suis vraiment désolé qu'on l'ait perdu en début d'émission. Je suis sûr qu'il y avait plein de belles choses à dire, mais on le retrouvera pour Le Moment était une fois en Amérique juste après ça. Et merci beaucoup à toi, Adi, et merci à tous ceux qu'on avait prévus pour cette émission. Il y a eu pas mal de personnes avec qui j'ai prévu de faire ce rendez-vous, mais qui n'ont pas pu. Je pense à Arnaud de MLS en français, donc on le remercie quand même à lui, parce que je sais qu'il y a plein de bonnes choses à dire. Adi, merci beaucoup. On te retrouve bientôt sur le terrain opposé, toujours sur ton blog MLS en folie. Oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est gentil d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de venir donner mon avis. Il n'y a pas de souci. Et je te souhaite une bonne journée parce qu'il est encore très très tôt au Québec. Merci. On se retrouve tout de suite. À plus. Merci encore une fois à Adi Raphaël. Nous sommes désormais rendus au moment Il était une fois en Amérique. Je vais débuter le mien et Antoine fera le sien par la suite. Moi, là, mon Il était une fois en Amérique est mon voyage que j'ai pu avoir à Nashville. Tout d'abord, là, merci aux Rudies francophones qui m'écoutent. Il y en a très peu. Et un merci spécialement à Angelo Todaro, le Rudies qui m'a invité sur ses frais. Donc, merci à lui et à eux pour être des gens incroyables. Donc, je vais vous raconter quelque peu mon voyage lors de ce Il était une fois en Amérique. Tout d'abord, là, directement en arrivant sur place, j'ai pu découvrir la culture américaine via la bouffe. J'ai pu déguster un déjeuner typiquement américain avec les gaufres, les patates hash brown, le bacon assez épais. Donc, oui, j'ai régalé. C'est beaucoup de gras. Et pour retourner dans le vif du sujet, le soccer, le foot, j'ai pu vivre vraiment l'expérience des Brodies à 100% avec l'avant-match au bar dédié aux Brodies, des chants d'avant-match au bar, ensuite la marche vers le stade et j'étais en avant du peloton en tenant la banderole des Brodies. Ensuite, là, le match, ils m'ont donné le drapeau canadien pour que je puisse aborder fièrement mes couleurs. Donc, vraiment, là, c'était un match extraordinaire, une très bonne performance de Nashville SC qui a littéralement dominé la rencontre. Ça l'a terminé 2-0 et à la suite de ce match, là, il y a pu y avoir une proximité avec les joueurs sur le terrain, des photos et tout, et même après le match au bar directement en face du terrain, les joueurs étaient là. J'ai pu parler au CEO, au directeur général, au coach et à plusieurs joueurs. Et vraiment, là, ce que j'ai adoré, là, c'est Bradley Bourgeois, un défenseur central, produit de l'académie du Dynamo de Houston, qui avait quelques saisons de USL à Tulsa précédemment et qui est désormais à Nashville depuis le début de la saison. Et il a voulu me donner tout d'abord un gilet de Nashville et finalement il me l'a signé. Donc c'était vraiment extraordinaire comme présent de sa part. Et donc, bref, là, c'était vraiment un voyage parfait. Et si vous voulez vivre une expérience hors du commun dans un stade de baseball, là, je vous conseille vraiment d'aller à Nashville. Et si jamais vous le faites, là, n'hésitez pas à écrire soit au compte de Culture Soccer ou mon compte de Nashville, Frenchy Nash. Donc, ça va être un plaisir. J'ai tout fait à mon possible pour que vous soyez bien accueillis. Donc, c'est ça. Donc, c'est désormais à toi, Antoine, de dire ton moment. Il était une fois en Amérique. Il était une fois en Amérique, mon cher Anthony. Ce sera l'émergence de Timothy Way, le jeune attaquant américain du PSG qui a déjà quelques sélections internationales à son actif. Il fait un début de saison assez incroyable avec le PSG, enfin assez incroyable, il n'a eu quelques matchs, donc je ne peux pas s'en flammer, mais il a été titulaire, ce qui est déjà assez incroyable pour un club du standard du PSG. Et je pense qu'il sera le second attaquant de la saison après Edinson Cavani, puisque Strasbourg a émis une demande de prêt refusée par le PSG. Donc ça démontre toute l'importance qu'il aura cette saison et on espère en Gold Cup 2019. Donc voilà, pour moi, Timothy Way va avoir la saison où il va tout éclater
avec le PSG. Et on espère le voir encore beaucoup en Ligue 1 et en équipe nationale. Merci Antoine, toujours très intéressante et il était une fois en Amérique. Donc oui, malheureusement, c'est déjà le temps de conclure avec un de nos épisodes dont on est le plus fier, un bon entretien avec un nouveau joueur de USL qui vient de France, d'origine russe. Ensuite, on sait, avec Adi, c'est toujours un régal. Donc, un bon bilan de mi-saison. Le premier de l'histoire de Culture Soccer, le bilan de mi-saison. Donc, pour conclure, là, on remercierait encore une fois Adi Raphaël et Rassembek Akhmatov. On vous le rappelle, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser vos questions et vos ressentis sur l'émission sur Twitter, sur le compte Culture Soccer. Mais n'hésitez pas à vous abonner au podcast Lucarne Opposé pour pouvoir nous écouter. Mais surtout, si vous voulez avoir plus de podcasts, écoutez Bola Latina, Efrekia, l'AFC Corner. Donc, c'est vraiment des podcasts de haute qualité avec toujours à la barre Simon Balachef qui a fait un excellent travail lors de la Coupe du Monde. Sinon, le rédacteur en chef, Nicolas, est souvent présent dans ces podcasts. Donc, c'est vraiment toujours des podcasts excellents avec du contenu vraiment pour accentuer la culture foot de nos auditeurs et de nos lecteurs, puisqu'il y a également, comme vous le savez, le site Lucarne Opposé, mais également les magazines. Il y a déjà 3 numéros de sortie pour les magazines. Un premier où est-ce que vous pouviez lire sur les États-Unis l'épopée de David Beckham au LA Galaxy. Sur le deuxième, vraiment un focus sur la NASL avec d'ailleurs une excellente entrevue d'Antoine avec un ancien joueur de la NASL. Sinon, là, lors du magazine 3, vraiment focus Coupe du Monde, l'épopée Canada 1986 et l'édition 1994 des États-Unis qui avait accueilli la Coupe du Monde. Ça, c'est écrit par Antoine. Donc, merci à tous. Merci Antoine, merci Adi, merci à Rassembek et surtout merci à vous. On se retrouve au prochain épisode. Bye bye. On that rookie contract, still got a couple years. I got my sights beyond that, but got 100 fears, 100 dreams, 100 pains, 100 nights I stayed awake. Count on me to triple that, I'm banking on no change of pace. Day to day, I'm moving like a greyhound, but blessings coming down, they just tend to stay round.